Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Lancer un protocole stablecoin en DeFi. Pablo Vera, CEO et cofondateur d'Angle. Un stablecoin en DeFi, ça repose pas sur une entreprise, ça repose sur plusieurs choses. Ça repose sur un ensemble de smart contracts. Donc c'est des protocoles qui permettent de maintenir la stabilité de ces actifs. Les stablecoins en DeFi, généralement, ils sont backés. Donc c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière, c'est pas des dollars sur un compte en banque ou des euros. Ce sont des crypto-monnaies, donc par exemple de l'Ether, du Bitcoin. Le titre de cet épisode fait un peu peur, mais je vous promets que Pablo est d'une limpidité formidable. Vous l'aurez compris, cette semaine, nous parlons de finances décentralisées et découvrons pas mal de concepts sympas. Il est question par exemple du fonctionnement des stablecoins en CeFi ou en DeFi. Pablo nous explique comment se lance un nouveau protocole, comment ce dernier est développé, testé, audité, puis déployé. Nous parlons également de l'équipe d'Angle, de son jeton de gouvernance et des incitations financières. Pablo revient sur l'importance de la communauté, que ce soit pour les peer reviews ou pour faire connaître le stablecoin. Nous faisons un zoom sur les risques intrinsèques de cet actif numérique et les moyens qui sont mis en œuvre pour les mitiger. Vous verrez aussi le rôle qu'ont joué certains VC qui soutiennent Angle, notamment Andreessen Horowitz, qui a été le tout premier investisseur d'Angle. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Pablo. Bonjour, merci Solène. Mais c'est moi qui te remercie de me rejoindre pour ce petit café. Je voudrais juste dire un petit merci spécial à Max Mersch qui a gentiment fait le lien avec toi. Pablo, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter aux auditeurs, s'il te plaît ? Oui, alors moi je suis cofondateur d'Angle. Et avant ça, je suis assez jeune, hein, j'ai 25 ans. Avant ça, j'étais étudiant à Polytechnique et j'ai fait un master à Stanford. Et donc j'ai fondé Angle il y a 1 an avec des amis qui étaient avec moi à l'X et à Stanford. Donc on n'est pas l'équipe fondatrice la plus diverse possible. On est allé chercher dans le même pool de talents. Et donc avec Angle, on fait des protocoles de finances décentralisées qui permettent de créer des actifs dont la valeur est stable sur des indices. Donc on a créé ce qu'on appelle un stablecoin euro dont la valeur est calquée sur l'euro. Top. Voilà. Alors, dit comme ça semble compliqué, je pense, pour l'audience qui n'est pas forcément dans la crypto. Donc, on va dérouler tout doucement. Ça va être un petit peu un cours magistral que tu vas nous donner. Est-ce que déjà, parce que tu as parlé de stablecoin, tu pourrais nous expliquer comment fonctionne un stablecoin en CeFi, donc en finance centralisée ? En fait, déjà, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie, c'est-à-dire que ça a toutes les propriétés qu'ont les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ether, dont tout le monde parle parce qu'elles sont très volatiles. Ces propriétés, c'est quoi ? C'est le fait que c'est de l'argent que vous pouvez dépenser sans avoir besoin de l'accord de votre banque. Par exemple, moi, je veux te virer l'argent, Solène, je suis obligé de demander à ma banque de virer l'argent, qui va virer à ta banque, etc. Alors que les crypto-monnaies, c'est de l'argent, je peux te le virer directement sans que j'ai d'accord de personne, et c'est de l'argent qui n'est pas censurable. Ça, c'est une des propriétés les plus importantes. Quand tu dis censurable, c'est quoi ? C'est le fait que ma banque te dise t'as dépassé ton plafond, je te laisse pas dépenser. C'est le fait que demain je suis au Liban et on me dit tu peux dépenser que $1,000 par jour. Moi, si j'ai envie de dépenser plus de $1,000 par jour, je peux le faire avec les crypto-monnaies. Bon, après, le contre-effet de ça, on en a beaucoup parlé récemment avec la Russie, parce que ça peut être vu comme un moyen d'échapper aux sanctions, vu que tout le monde peut dépenser ses bitcoins sans aucun accord, sans passer par Swift, sans contrôle. Et les crypto-monnaies, c'est ça qui est permis. Bon, on pourra en parler après, hein, mais pour moi, c'est la propriété principale des crypto-monnaies, c'est que c'est non censurable et qu'il n'y a pas besoin d'un tiers de confiance. C'est-à-dire, par exemple, si je te fais un Lydia, le tiers de confiance, c'est Lydia. Je lui fais confiance pour que l'argent il soit bien sur leur compte, que je puisse bien le retirer à chaque instant en euros sur mon compte en banque, ou je fais confiance à Lydia pour que ça ne fasse pas. Et les crypto-monnaies, ça repose sur des blockchains. C'est la technologie qui permet d'échanger de l'argent sans avoir à faire confiance à quelqu'un. En fait, on fait confiance à un réseau, ce qui supprime d'une quelque manière le fait d'avoir à faire confiance à une seule personne, et donc ça élimine en fait les single point of failure. D'accord. Donc ça, c'est les crypto-monnaies. Ouais. Les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies qui sont construites d'une façon à garder une valeur qui soit constante. Donc les plus gros stablecoins, ce sont les stablecoins dollars. Donc c'est des crypto-monnaies qui suivent le cours du dollar. Donc en fait, elles ont des propriétés. Donc après, je vais répondre à ta question sur comment ça marche un stablecoin en CeFi, qui font que leur valeur sur le marché reste toujours autour d'un dollar. Donc la façon la plus facile de faire ça, c'est d'avoir une entreprise. Donc les grands exemples, c'est Circle, c'est Tether.
une entreprise qui Quand fonctionne... on parle du USDT, USDT, ça, c'est hein. Tether. USDC, c'est Circle. Circle, c'est Coinbase. La boîte qui fait ça s'appelle Center, je crois. C'est des boîtes où vous venez les voir, vous venez leur donner $1 et elles vous disent... donc des vraies boîtes, des vraies sociétés. Des vraies sociétés basées dans des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux ou qui sont censées normalement avoir des régulations, elles ne l'ont pas toutes, mais qui doivent montrer patte blanche, enfin, avec des actionnaires sans jetons de gouvernance, comme on le voit souvent en DeFi. Donc ces boîtes-là, vous leur donnez $1, elles vous émettent un stablecoin dollar. Donc c'est un actif. Et qu'est-ce qui fait que cet actif est stable? Quand vous revenez voir les boîtes avec vos stablecoins dollars, et ben elles vous donnent toujours des dollars qu'elles ont en réserve. Donc et elles ont en réserve des vrais dollars. Elles ont en réserve autant de dollars qu'elles en ont émis. Donc maintenant, mon stablecoin, je peux le vendre sur le marché et c'est un actif qui peut avoir un prix de marché. Mais qu'est-ce qui se passe si mon stablecoin dollar vaut plus de $1? Bah, moi, je vais voir la boîte, je lui donne $1, elle me donne un stablecoin dollar, ce que je vais vendre à plus de $1 sur le marché. Et en faisant ça, je vais faire un profit. Mais en même temps, j'aurais augmenté l'offre et donc fait baisser le prix. Et inversement, si un stablecoin dollar vaut moins de $1, si le token qui me donne vaut moins de $1, je fais le mouvement inverse. Je viens les voir, je leur donne le stablecoin et en échange, elles me donnent le dollar. D'accord. Ça, c'est CeFi. Ça, c'est CeFi. Et donc, alors, la différence avec la DeFi, un stablecoin en DeFi. Alors, un stablecoin avec des mots faciles. Avec des mots faciles. Un stablecoin en DeFi, ça repose pas sur une entreprise, ça repose sur plusieurs choses. Ça repose sur un ensemble de smart contracts. Donc, c'est des protocoles qui permettent de maintenir la stabilité de ces actifs. Les stablecoins en DeFi, généralement, ils sont backés. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière, ce n'est pas des dollars sur un compte en banque ou des euros. Ce sont des crypto-monnaies, donc par exemple de l'Ether, du Bitcoin. Dans notre cas, on fait un stablecoin euro, mais on a des stablecoins dollars. Je vous expliquerai après un peu comment ça marche. Mais donc un stablecoin décentralisé, ça repose sur un protocole, donc un ensemble de règles, du code qui permettent de maintenir la stabilité. Et donc ce qu'essaient de faire tous les protocoles de finance décentralisés, de stablecoin, c'est que leur métier, c'est quoi? C'est de prendre des actifs qui sont volatiles, de l'Ether, du Bitcoin, et de réussir à enlever cette volatilité pour faire quelque chose de stable. D'accord. Et comment ils font? Donc il y a plein de façons différentes de faire. Il y a la façon, un des plus gros stablecoins dollars qui existe en ce moment, c'est le DAI. C'est le premier qui a été créé, c'était les premiers à vraiment faire de la DeFi. Eux, ce qu'ils font en fait, ils vous permettent de prendre des emprunts en DAI contre de l'Ether en collatéral. Par exemple, vous mettez $150 d'Ether, vous avez le droit d'emprunter jusqu'à $100 de DAI. Et ce qui fait que le DAI est stable, ce sont des arbitrages indirects. C'est-à-dire que si le prix du DAI dévie de $1, par exemple, si le prix du DAI est supérieur à $1, bah vous avez intérêt à mettre des Ethers pour emprunter du DAI à $1 auprès du protocole et le vendre à plus de $1, faire baisser le prix. Mais sauf que c'est des DAI qui sont empruntés, c'est-à-dire que vous devrez les rembourser à un moment pour si vous voulez récupérer le collatéral que vous avez mis en gage. En fait, c'est comme du prêt sur gage. D'accord. Donc ça fonctionne. Une autre façon de faire, c'est un modèle qu'on appelle le modèle de Signorate Share. C'est-à-dire que vous donnez... En fait, c'est des protocoles qui introduisent deux actifs, le stablecoin et un actif volatile, qui va absorber en fait la volatilité de l'offre et de la demande du stablecoin et ainsi stabiliser le prix. C'est ce qu'on a avec l'UST. Donc Terra, c'est un truc que généralement les gens connaissent bien parce qu'avec l'UST, c'est possible d'avoir 20% de yield annuel. On a chacun notre avis sur UST. Moi, je pense que ça s'approche un peu du Ponzi et je suis assez dubitatif quant à ce type de modèle. Mais donc l'UST, comment ça marche? Ils ont un token qu'ils ont créé, une crypto-monnaie volatile, donc comme je pourrais prendre du Bitcoin, qui s'appelle le Luna. Vous donnez du Luna et vous émettez à la valeur du Luna de l'UST. Et contre de l'UST, vous pouvez toujours récupérer du Luna. Et en fait, comment ça se passe? C'est quand le prix de l'UST monte, les gens ont intérêt à émettre de l'UST, donc ils vont acheter du Luna pour émettre de l'UST. Ça va faire monter le prix de l'UST, mais quand le prix du Luna, quand le prix de l'UST baisse, les gens ont intérêt à brûler des UST, en détruire pour remettre le prix. Et ce faisant, ils vont récupérer du Luna qu'ils vont vendre, ce qui fait baisser le prix du Luna. En fait, le Luna, c'est un jeton qui sert qui est un proxy pour l'offre et la demande en UST. D'accord, ok. C'était super technique. Alors, on va revenir sur, sur des bases un peu plus compréhensibles. Un investisseur qui va investir dans un stablecoin, qu'est-ce qu'il va chercher à faire au travers de cet investissement ? Donc plusieurs choses. Si on se cale sur le cas de l'euro par exemple, en ce moment vous êtes une entreprise, vous avez plus d'1 million d'euros en banque. Bon, ça dépend de l'accord que vous avez avec votre banque, mais votre banque elle va vous prendre des taux d'intérêt négatifs. En ce moment, la Banque centrale a maintenu qu'il gardait 0,5% de taux d'intérêt annualisé. Vous avez tout intérêt à, au lieu d'avoir votre argent en banque, à l'avoir en stablecoin. C'est comme si vous possédiez des euros, mais vous n'êtes pas soumis, c'est pas de l'argent en banque, donc vous n'êtes pas soumis à ces frais-là. D'accord. Les stablecoins, c'est aussi une très bonne façon de faire du revenu.
parce qu'il y a des gens qui sont prêts à les emprunter en finance décentralisée et à vous payer pour avoir mis à disposition ces stablecoins, parce qu'ils peuvent les utiliser, par exemple, bon, je vais pas être trop technique cette fois-ci, mais il y a des gens qui sont prêts à les emprunter pour augmenter leur exposition à d'autres actifs, ou pour ce qu'on appelle aller farmer des tokens, donc c'est-à-dire aller mettre leurs stablecoins à disposition de protocoles qui sont prêts à les payer pour ça via leur jeton de gouvernance. D'accord. Donc c'est un instrument de yield, le stablecoin, en plus d'être un instrument qui protège contre le taux d'intérêt négatif. Et autre chose intéressante, et ça s'applique plus à la France, c'est une façon d'enregistrer un gain en capital sans créer d'événements de taxation. Moi, j'ai fait une plus-value en Bitcoin, je vais changer mes Bitcoins en stablecoin, sauf que l'État, il ne voit pas que j'ai fait une plus-value en Bitcoin tant que j'ai pas cet argent en euros sur mon compte en banque. Lui, il voit que j'ai des crypto-monnaies, il fait pas la différence entre le Bitcoin ou le stablecoin euro. Mais pourtant, moi, je possède des euros, donc j'ai enregistré ma plus-value et je peux lisser un peu mon exit pour lisser le moment où je vais finir par payer des taxes. Super intéressant. Merci. Alors, je pense que tout le monde maintenant a compris les avantages, mais je serais intéressée que tu rentres un petit peu dans les risques, parce que dans les risques, je dirais en placement traditionnel, on comprend assez bien. Quand il s'agit de stablecoin en DeFi, est-ce que tu pourrais lister, on va dire, 4-5 risques majeurs, par exemple, je sais pas, le risque sur les smart contracts, pour qu'on puisse un petit peu se rendre compte finalement du type de risque pris quand on investit. Donc le risque, il est différent en fonction du stablecoin que vous utilisez. Donc il y en a plein de différents des stablecoins. C'est un peu la guerre à qui a le meilleur design de stablecoin. Ouais. Nous, on fait de l'euro, il n'y a pas grand monde, mais il y a des gens qui font de l'euro. Et donc, chaque stablecoin a son propre modèle qui implique des risques différents. Donc, tu parlais du risque de smart contract. Donc, comme les stablecoins décentralisés reposent sur du code, sur des smart contracts qui sont publics, transparents, tout le monde peut voir s'il y a une faille et potentiellement en tirer profit. Ouais. Là, par exemple, on est en mars 2022, il y a 2 jours, il y a eu un hack à 600 millions sur un protocole qui avait du code open source. Quelqu'un a repéré une faille qui permettait d'aller voir le contrat et lui dire envoie-moi tout l'argent que tu as. Et donc ça, c'est quelque chose auquel tous les protocoles de DeFi sont exposés. Et ça, quel que soit le type de stablecoin, ça marche. Après, pour ce qui est et là je parle encore des stablecoins décentralisés, il y a un risque lié au modèle de chaque stablecoin. Donc chaque stablecoin a son modèle où, en fait, ce que c'est de faire un stablecoin, c'est un peu de faire de l'étalon or en comparaison à l'économie plus traditionnelle. Et ce qu'a montré le XXe siècle, c'est que l'étalon or, ça tient pas toujours. Il y a des moments où le peg casse, on l'a vu avec la livre qui avait cassé aussi avec une Soros attaque. Et bien ça, les stablecoins décentralisés, c'est sensible aussi à ces attaques. Et donc il y a des cas où potentiellement le protocole qui arrive à maintenir cette stabilité avec des actifs volatiles peut ne plus marcher du tout. Donc généralement, ces cas ils sont identifiés pour chaque type de stablecoin. Il y en a qui sont beaucoup plus risqués que d'autres, où c'est clair qu'il y a des scénarios très identifiés et assez probables où le stablecoin va casser. Il y en a d'autres, et je pense que nous, avec Angle, on fait partie de cette seconde catégorie, où tout est construit pour qu'on ait quand même beaucoup de couches de sécurité avant que ça n'arrive. Après, le risque pour les stablecoins centralisés, là, c'est le risque de contrepartie. Par exemple, USDC, ils ont 40 milliards de dollars. Les 40 milliards de dollars, ils sont sur un compte en banque, mais ils ne sont pas vraiment sur un compte en banque. Parce que eux, USDC, c'est une boîte qui doit faire de l'argent. Et donc, s'ils laissent dormir l'argent sur le compte en banque, ils ne font aucun revenu. Et donc, ils sont obligés de l'investir un peu à quelques endroits. Et s'ils investissent dans les money markets, s'ils achètent des actions, s'ils font des commercial papers, s'ils prennent des obligations d'État, comme ils touchent un yield sur ça, ça veut dire qu'il y a un risque qui est un peu minimal, enfin qui est minimal, mais qui existe. Et donc, c'est possible que ces stablecoins se trouvent sous-collatéralisés. Enfin, pardon, c'est que ces stablecoins perdent leur valeur de $1. Ok, très très clair, merci beaucoup. Alors, on va pas revenir tout de suite sur la genèse de Angle, mais comment est-ce qu'on lance un protocole et comment est-ce qu'on évalue la qualité de son protocole quand il est lancé ? Alors, comment on lance un protocole ? Déjà, je pense qu'on ne le lance pas tout seul dans son coin. On a besoin et ça rejoint la deuxième question, d'évaluer la qualité. Et ça, c'est la qualité avant qu'il soit lancé. C'est-à-dire que généralement, quand on lance un protocole, on écrit un papier en disant on pense faire ça comme ça. Avec dans telle situation, on fait ci, telle situation, on fait ça. Et c'est ça qui fait que notre stablecoin va être stable. Et c'est super important, comme dans les publications scientifiques, d'avoir des peer review qui disent ça peut marcher, ça peut pas marcher. Et d'itérer à ce niveau.
Ensuite, et qui sont les gens qui t'aident? Nous après, je pourrais venir sur mon cas particulier, mais nous, ça a été surtout les VC, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience en construction de protocole au moment de lancer le protocole. Ouais. C'est les gens dans les communautés. Et les crypto-monnaies, c'est un milieu qui est très communautaire. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à rejoindre des serveurs sur lesquels on peut discuter, donc sur Discord notamment ou sur Telegram, pour donner des avis, donner des conseils sur la façon d'améliorer le modèle. Donc, c'est surtout VC communauté. L'autre chose à faire avant de lancer son protocole, c'est de le faire auditer. Et ça, c'est inconcevable de lancer un protocole sans l'avoir fait auditer. Enfin, à moins d'être vraiment sûr de soi, mais en fait, il s'agit de diminuer le risque le plus important, qui est le risque lié au smart contract, et d'avoir des gens qui sont professionnels et qui ne sont pas nés dans le guidon comme les développeurs du protocole. Et ça, d'ailleurs, c'est la source de dépenses la plus importante des protocoles de crypto-monnaie, enfin des entreprises qui font de la crypto-monnaie et de la finance décentralisée, parce qu'un audit, ça coûte cher. Et c'est les audits, Sigma, Chain Security, que vous avez fait? Exactement. Donc, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. C'est pas PwC, Deloitte, etc. Mais c'est des boîtes qui sont spécialisées pour revoir du code. D'accord. Ensuite, donc c'est comme ça en fait. Il faut avoir du peer review, la capacité de le coder, mais c'est pas compliqué. C'est généralement la finance décentralisée. C'est des protocoles qui sont faciles à coder quand on sait un peu le faire, mais c'est pas la barrière à l'entrée est pas énorme. Mais après, ça peut être des choses qui scalent énormément. Donc il y a pas besoin. On peut se retrouver avec des protocoles qui gèrent des vingtaines de milliards, même des centaines de milliards, mais codés par 3 personnes, parce que c'est complètement automatisé, donc il n'y a pas besoin d'une infrastructure derrière incroyable pour le faire tenir. Comment on juge la qualité après du protocole une fois qu'il est lancé? Déjà, on le juge à ses utilisateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vraiment l'utiliser? Est-ce que les gens l'utilisent pour la raison pour laquelle on l'a construit? En fait, c'est vraiment la théorie des jeux quand on construit un protocole. Il s'agit de dire, on va mettre un ensemble de règles qui vont dicter des comportements, et on marche un peu par backward induction, désolé pour l'anglicisme. On a compris. Mais qui dit, si je mets telle règle, qu'est-ce que j'estime que les gens vont interagir? Donc je ne mets pas telle règle, je vais plutôt mettre telle règle, parce que si tu peux itérer ou pas quand tu lances le protocole? Alors, ça, il y a différentes façons de voir la chose. Normalement, le code qui est déployé sur la blockchain Ethereum, c'est du code qui est immutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer, et une fois que c'est lancé, on ne peut plus le changer. Néanmoins, on peut toujours changer sur certains paramètres. Et donc, en ce sens, on peut un peu itérer et dire, au lieu de prendre des frais de transaction de 0,5%, je prends des frais de transaction de 0%. Ça se change facilement. Mais c'est plutôt, au niveau des features que du code lui-même. Le code lui-même, il ne peut pas changer. C'est possible en fait de changer son code, mais c'est un peu compliqué. Tout le monde ne le fait pas, c'est dangereux de le faire. Surtout s'il a été audité. S'il a été audité, c'est dangereux. Mais bon, si on remplace du code audité par du code audité. Oui, non, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est dangereux, qui est faisable, mais ça se fait pas bien. C'est pas comme construire un logiciel et se dire on va changer toute la base du logiciel, parce qu'il y a des gens qui ont dépensé de l'argent pour s'intégrer avec ce logiciel, et donc on peut pas changer toutes les intégrations. Sinon on casse plein de choses, quoi. Et donc c'est assez difficile de changer, ça se fait. Tu disais que les barrières à l'entrée n'étaient pas très élevées. Non. Donc c'est aussi une question de réputation, audit, etc. Finalement, comment une mise sur le marché se fait concrètement? Parce que, comme tu disais, il y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas, comme, je sais pas, quand tu fais une IPO, je veux dire, le processus est extrêmement rigoureux, très encadré, etc. Là, finalement, est-ce que n'importe qui peut lancer un stablecoin comme vous l'avez fait? N'importe qui peut le faire, et même plus qu'un stablecoin, n'importe qui peut lancer son protocole de finance décentralisée. L'audit, c'est important pour gagner de la confiance, mais c'est pas nécessaire en soi. Ça coûte juste le fait de savoir développer des contrats et de savoir les déployer. Et c'est ça qui fait que je pense que la base technique et technologique de la finance décentralisée est quand même assez belle. N'importe qui peut coder n'importe quel protocole. Enfin, pas moi, quoi. Ouais, mais même. C'est pas n'importe qui, quand même. Et donc la mise sur le marché, il s'agit juste de dire j'ai déployé mon protocole, il est live, maintenant venez interagir avec ce que j'ai fait. Ouais, tout à fait. Donc il y a des outils il y a quelques hacks pour inciter les gens à faire venir. Généralement c'est des incitations financières, c'est dire si vous interagissez avec mon protocole avec ce que je viens de lancer, je vais vous donner un peu du token que j'ai créé. Et en fait le token, moi ça m'a rien coûté de le créer, mais comme par hasard ça peut avoir une valeur. Et donc je peux rémunérer
rémunérer les gens avec quelque chose qui m'a rien coûté à créer parce que les gens estiment que ce que j'ai créé, ça a un peu de valeur. Donc c'est comme ça que ça se fait. Et l'essentiel du marketing, en fait, pour inciter les gens à venir chez moi plutôt que chez les autres, ça se joue surtout sur Twitter. Donc le réseau de communication des protocoles, c'est Twitter davantage que LinkedIn. Oui. Donc en finance mais bon, je sais pas, les gens auraient pu prendre le pari de LinkedIn comme ça se fait dans beaucoup d'industries maintenant. Ouais. Nous, en tout cas, on est surtout sur Twitter pour essayer de se faire connaître. Alors, tu parlais de la communauté et de l'apport de la communauté dans toute votre entreprise au sens large. Vous avez, j'ai trouvé ça marrant, j'ai vu ça sur votre page où sont logués en fait tout ce qui concerne Angle. Vous avez un bug bounty programme. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ça rejoint la chose au niveau des audits. Des audits, c'est bien, mais c'est 2 auditeurs qui vont regarder ton code pendant 3 semaines. Le bug bounty, ça revient à dire j'ai mon code qui est public, n'importe qui peut à n'importe quel moment challenger le code et dire bon là je pense qu'il y a une faille. Et nous on a un bug bounty de $500,000, c'est-à-dire que on paye $500,000 quelqu'un qui nous trouve une faille critique. Et c'est une façon d'encourager les hackers à être du bon côté plutôt qu'à être du mauvais côté, parce que nous nos contrats en ce moment, on a été à plus que ça, mais ils gèrent $150 millions, et donc n'importe quelle faille, quelqu'un peut nous voler 150 millions. Donc c'est normal qu'on soit prêt à payer $500,000 pour s'assurer, et ça diminue. Enfin, c'est très bien perçu par les communautés d'avoir une bug bounty. Je pense que c'est assez vertueux d'inciter d'avoir des white hats qui regardent le code, et c'est surtout pas compliqué à mettre en œuvre. Il y a des boîtes très bien qui font ça. Top. Alors, tu parlais d'Ether, sans trop être technique. Vous faites des bridges avec d'autres chains ou pas ? Oui. C'est pas nous qui les faisons. Ouais. Comment ça marche ? À quoi ça sert ? En fait, Ethereum, c'est un standard, c'est comme une place de marché. Enfin, c'est un pays. Et il y a plein d'autres blockchains qui existent. Donc Polygon, Solana, le Bitcoin, c'est une blockchain, mais c'est dur de bridger ça. Bridger un actif, ça revient à dire mon actif qui est disponible, mon AG euro, donc mon stablecoin euro qui est disponible sur Ethereum, je vais le bloquer sur un contrat sur Ethereum, et la personne qui contrôle ce contrat sur Ethereum, elle contrôle par exemple un autre contrat sur Solana, et elle va m'émettre un AG euro sur Solana. D'accord. Donc en fait, ça repose sur des tiers de confiance qui, enfin, c'est pas vraiment des tiers de confiance, ils font tout pour que on les voit pas comme des single point of failure et montrer que eux aussi sont décentralisés. Ouais. Mais bon, généralement, c'est assez centralisé les bridges, où ils bloquent l'argent d'un côté et ils vous les mettent de l'autre. D'accord. Et c'est comme ça que ça marche. Parfait, merci. Tu as expliqué les choses simplement. Alors, si on parle de Angle et donc de tes cofondateurs, vous êtes 3. On est 3, on est 3. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée ? C'est venu d'où ? Et par quoi vous avez commencé en fait ? Donc nous, faut resituer les choses dans leur contexte. On était étudiants à Stanford en master. Moi, j'avais eu un cours à l'IX sur les crypto-monnaies. Ça m'avait intéressé. Je m'étais dit, je vais acheter un peu d'Ether, un peu de Bitcoin, comme tout le monde à l'époque. On est en 2019. 2020, on reprend un cours de crypto-monnaie à Stanford. Le cours de l'IX était très bien du point de vue économique, mais à Stanford, ils étaient quand même un peu plus en avance, je trouve, pour faire comprendre exactement ce qui se passait dans l'écosystème. Il y avait des acteurs clés de l'écosystème qui venaient parler pendant les amphis. Les TD étaient incroyables. Et donc, moi, j'étais là en me disant, j'étais à la période où je cherchais un travail. Je me disais, ça me plaît bien, j'adore ça. C'est de l'économie, c'est de les maths, c'est de l'informatique. C'est un peu tout ce que j'aime. Donc, j'ai commencé à jouer un peu avec des protocoles de finances décentralisées, notamment avec un qui nous avait été présenté pendant le cours qui s'appelle Compound, où qui permet de prêter des stablecoins en échange de yield. Donc moi, j'avais un peu d'argent à placer à cette époque, j'ai pris des stablecoins dollars sur lesquels j'ai obtenu du yield. Mais sauf qu'à ce moment-là, c'était une très mauvaise période pour le dollar fin 2020. Le dollar se cassait un peu la gueule par rapport à l'euro, donc je faisais, je crois, du 4% sur mon dollar. Mais ça a été complètement offset par la chute du dollar par rapport à l'euro. Et je me suis dit, c'est dommage quand même d'avoir une industrie qui soit si composable, mais où c'était facile d'avoir du yield, mais où les gens sont toujours soumis à un risque de change. Et donc début 2021, je vois mes amis, je leur dis, les gars, faut qu'on arrive à faire un stablecoin euro, ça n'existe pas. C'était vraiment une
opportunité de marché. Ça existait, mais c'était pas bien intégré. Enfin, c'était tout. La taille du marché du stablecoin, mais même aujourd'hui, c'est 140 milliards de dollars, même plus. Enfin, ça monte tous les jours. La taille du marché du stablecoin euro, c'est à peine 500 millions d'euros. Donc, il y a vraiment il y a un gap. Il y a vraiment un gap. Et nous, c'est avec cette opportunité de marché-là qu'on est rentré. Et en plus, ça nous amusait vachement de travailler là-dedans. Donc nous, on veut faire un stablecoin euro, comment on fait Et donc, très vite, on s'est dit, on va faire ça de façon décentralisée parce qu'on est des ingénieurs, on sait coder, on saurait faire le protocole. Et après, c'est une réflexion économique. Donc, le truc de backward induction dont je parlais avant, si on met telle règle, comment je vais faire comment ça a marché Où on réfléchissait en partant de ce qui est existant, parce que moi, de base, je suis pas quelqu'un de très créatif. On en parlait avant. Je suis pas quelqu'un de très créatif. J'arrive à voir ce qui se fait ailleurs et j'arrive un peu à faire du lien. Mes associés sont beaucoup plus créatifs que moi, mais on a réussi à inventer un protocole, une façon de maintenir de la stabilité en s'inspirant un peu à droite à gauche de ce qui existait. D'accord. Pour faire marcher notre protocole. Top. Et donc comment ça a commencé ? Nous, on faisait ça de notre côté, c'était un projet, on était toujours étudiants à l'époque. Après on finit, on se dit moi je travaillais un peu pour une boîte, je me suis dit je vais prendre un mois, ça me fait marrer de travailler là-dedans, je me donne ma chance. Assez vite on est allé parler à des VC pour tester notre idée en fait. Nous ce qu'on voulait c'était avoir des retours sur notre white paper, voir si les gens pensaient que c'était bien, si ça se faisait, etc. Et il se trouve que les VC ont été intéressés par ce qu'on faisait, par notre équipe, et ont été prêts à financer le projet, alors que nous on cherchait même pas du financement, c'était un truc qu'on faisait en cours. À un moment on a cherché du financement quand même, on s'est dit mais ça peut être notre métier quand même, c'est cool. Moi je postulais dans des boîtes de crypto et on a eu la chance grâce à Stanford d'avoir le lien avec Andreessen Horowitz, donc un fonds de VC qui était venu parler pendant le cours de crypto, et donc on a recontacté après le cours, et donc ça c'était fin mars qu'on s'est mis à plein temps, et mi-mai donc il y a un an quoi. Ouais, il y a un an, et mi-mai on signait notre levée de fonds avec Andreessen Horowitz. Donc là quand on signe la levée de fonds on se dit ok c'est notre métier, on fait ça à fond, et on essaie de tout tuer quoi. Et le modèle d'affaires de votre boîte c'est quoi ? Comment tu gagnes ta vie ? Donc la boîte, on a créé une boîte parce qu'il fallait. Ouais, mais même on n'est pas obligé. Il y a beaucoup de protocoles qui n'ont pas de boîte derrière. Oui, justement. Nous, on a dû créer une boîte parce que ça rassure les investisseurs de voir qu'ils mettent leur argent dans une boîte et pas dans une ICO. En fait, c'est une forme d'ICO où les fondateurs peuvent se casser avec l'argent, ils n'ont aucune contrainte légale. Donc nous, on a de l'argent dans une entreprise. Sauf que cette entreprise elle est particulière parce qu'elle fait aucun revenu. Son but, c'est juste de financer le développement du protocole. Et nos investisseurs, ils ont donc des actions de notre boîte, mais ils ont aussi des jetons de gouvernance, donc une partie des jetons du protocole. Et en fait, c'est ça vraiment, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. C'est là qu'est la réelle valeur ajoutée. C'est là qu'est la valeur. Notre protocole, il dégage de l'argent. Il a un jeton qui correspond en fait à des actions du protocole qui donne le droit de décider sur les évolutions du protocole. Donc c'est ça le modèle en fait, c'est de faire monter le prix du jeton de gouvernance. D'accord. Alors tu parlais de la communauté, on parlait des ICO, c'est un sujet que j'ai évoqué aussi avec Swissborg qui a fait une ICO il y a quelques années maintenant. Comment vous avez construit cette communauté autour d'Ang ? Parce que finalement la réelle valeur ajoutée, donc c'est la qualité du protocole bien sûr, c'est toutes ces qualités. Je me répète, mais c'est aussi la communauté qui se forme autour d'Angle. Comment est-ce que vous avez motivé ces personnes et quels outils tu as pour activer en fait la communauté et la gérer ? Alors déjà, nous on n'est pas du tout une référence en communauté. On a réussi à faire venir un peu de monde. Donc il y a plusieurs réponses à cette question. Nous déjà, je trouve que ça marche aux incitations financières. Très souvent, au départ, les cryptos, c'était des gens idéalistes, des libertariens qui étaient là pour la beauté du système. Là, il y a quand même pas mal de gens qui se disent il y a peut-être de l'argent à se faire en étant assez early dans le projet. Nous, on a été longtemps sur des blockchains de test et on a fait venir beaucoup de personnes comme ça qui venaient tester le protocole en se disant peut-être qu'on sera récompensé d'une façon ou une autre. On les a beaucoup récompensés de notre amour, mais pas forcément à la hauteur de ce qu'ils attendaient, parce que nous on s'attendait pas à avoir autant de monde. On était là, ceux que ça intéresse venaient, mais en fait il y a eu un peu une incompréhension de ce côté-là. La communauté chez nous aussi, elle s'est créée.
c'est des protocoles DeFi, mais à la fin, ça reste des entreprises qui doivent faire un revenu, qui doivent avoir un market fit. Et donc, si vous arrivez à apporter de la valeur aux gens, normalement, les gens viendront à vous. Et souvent, il y a beaucoup de protocoles qui perdent ça de vue en se disant « Ah, je vais lancer un token, je vais lancer tel protocole, ça a trop bien marché. » Mais un protocole, ça doit avoir un market fit, ça doit répondre à un besoin, et aider la vie des gens qui interagissent en DeFi. Nous, notre market fit, je pense qu'on l'a pas encore complètement trouvé. Il y a plein de choses qu'on peut tenter, mais déjà on est sur la verticale de l'euro, qui n'est pas du tout desservie, et ça on répond à un besoin énorme de beaucoup de monde. Donc c'est comme ça aussi qu'on a réussi à attirer des gens. Et après c'est peut-être la beauté des concepts, des concepts pas forcément des nôtres, mais d'autres protocoles qui font que c'est possible de faire venir de la communauté. Quel rôle tu donnes aux membres de cette communauté ? En fait, c'est de la finance décentralisée, mais c'est assez important de garder un peu de centralisation au départ. Beaucoup de projets qui sont complètement décentralisés, donc makers, souvent c'est des projets qui ont du mal à innover, prennent beaucoup de temps et du coup deviennent un peu trop en retard. Mais il faut quand même un bon niveau de décentralisation parce que chaque personne dans la communauté, c'est des gens qui ont des conseils, c'est des gens qui ont des avis, et ça peut donner une pluralité de points de vue qui souvent est assez bénéfique. Enfin, nous on a un Discord où il y a pas mal de discours contradictoires et à la fin les gens sont très bien intentionnés, on arrive à des accords qui mettent tout le monde, et qu'on n'aurait pas trouvé si on n'avait pas eu autant de monde. Donc c'est de la force de proposition, c'est un énorme outil marketing pour se faire connaître, parce que si vous avez une communauté de 10 000 personnes qui font que parler de vous autour, à la fin c'est exponentiel, quoi. Vous avez des gens qui vont parler à des gens, et ça c'est super important pour ça, mais donc c'est important d'avoir la communauté au centre. Mais en tout cas, au début, pour les protocoles qui se lancent, je pense qu'il ne faut pas non plus écouter que la communauté. Il faut se faire un petit peu confiance et se dire, il y a un moment, c'est quand même nous qui prenons les décisions, parce qu'on est plus efficace à moins qu'à beaucoup. Donc, en fait, c'est un trade-off. Il y a un juste milieu à trouver. Et il y a très peu de protocoles, et si ce n'est aucun, qui ont trouvé le bon juste milieu. Ok, pardon. Non, j'ai terminé. J'allais dire entre la communauté ou pas de communauté. Et le playground, c'est encore autre chose ou pas ? Non, ça c'est... en fait, un protocole, c'est un ensemble de smart contracts, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent interagir avec des smart contracts directement. Et donc, il faut construire une interface par-dessus ces smart contracts. Nous, notre interface, on l'appelle le playground, parce que on voit ça aussi un peu comme un jeu, comme une façon de s'amuser à faire de la finance décentralisée. C'est peut-être pas le meilleur nom qu'on a choisi. Mais donc, écoute, c'est très parlant. Et donc, on appelle notre app le playground pour s'amuser avec le protocole, à émettre des AG euros, à prendre du yield, à prendre du leverage, etc. Et n'importe qui peut y accéder ou pas ? Normalement, n'importe qui peut accéder au smart contract dans le monde. Nous, pour des raisons un peu légales, on a restreint l'interface qu'on a développée nous sur nos smart contracts aux États-Unis et aux prohibited jurisdictions américaines. Donc, on a mis un IP blocker. Mais sinon, n'importe qui, pourvu que vous ayez un wallet, vous pouvez y accéder. Mais nous, on a construit une interface. N'importe qui, c'est ça qui est beau. N'importe qui peut construire son interface sur nos contrats. Et nous, on encourage vachement. Bon, après, on est encore un peu petit. On encourage vachement les gens à construire leurs interfaces sur Angle, parce que ça fait une ça permet de mieux faire connaître. Et ça décentralise. Notre interface, nos contrats, ils sont audités, mais notre interface n'est pas auditée. Ça peut être un single point of failure. Non, mais ça pourrait. Tout à fait. Si au lieu si l'interface vous dit vous envoyez l'argent à Angle, mais en fait vous me les envoyez à moi, vous êtes fait avoir, alors que nos contrats ils sont peut-être super robustes. Ouais. Intéressant. C'est quoi le voting escrowed Angle ? Alors, ça c'est donc l'angle. Notre stablecoin c'est l'AG euro. L'angle c'est le jeton de gouvernance. Donc, c'est ce qui va vous permettre de voter pour dire je veux que le protocole évolue comme ça, je veux que vous mettiez tel paramètre pour les frais de transaction, etc. C'est ce qui vous permettait de voter. Nous, l'angle, comment on le distribue ? On le distribue aux gens qui mettent de la liquidité dans le protocole. D'accord. Si vous avez des AG euros et que vous le mettez sur Uniswap avec de l'USDC, on va vous donner des angles. D'accord. C'est une des façons dont on le distribue. Mais généralement, les gens, quand vous leur donnez de l'argent gratuit, ils le vendent et ils récupèrent leurs dollars. Le problème, c'est que ces gens-là, il y a un vote, les gens peuvent acheter des
angles, participer au vote, les vendre directement après. Le voting escrow d'Angle, c'est un modèle de notre tokenomics. En fait, ça correspond à une version bloquée des angles, c'est-à-dire que vous allez nous voir, nous voir, nos smart contracts, dire je vous apporte un angle, je le bloque pendant une durée de 1 semaine à 4 ans, D'accord. et en échange, je vous donne des VE angles. Donc, plus vous bloquez pendant longtemps d'angles, plus vous en recevez. Et en fait, le VE angle, c'est un modèle de gouvernance qui permet de s'assurer que les gens qui participent, qui votent pour le futur du protocole, ce sont des gens qui sont alignés sur le long terme. Et donc c'est à ça que ça correspond en fait. C'est un jeton qui n'est pas transférable, donc il ne peut pas y avoir de marché secondaire sur le V-Angle, et qui est en fait le vrai jeton de gouvernance du protocole. D'accord. Et donc ces gens-là, ils ont pas mal d'avantages au sein du protocole parce que c'est des gens qui sont là pour le long terme avec nous, donc les intérêts sont normalement parfaitement alignés avec le protocole. Donc ils ont le droit de vote, ce que n'ont plus maintenant les angles. Et ils ont le droit de décider où vont les émissions en angle. Donc toutes les semaines, ils peuvent voter, dire moi je veux qu'il y ait tant de pourcents qui est là, tant de pourcents qui est là. Et ils ont le droit à une partie des revenus que génère le protocole en échange des angles qui sont bloqués. Top. Alors les investisseurs derrière, c'est qui? Parce que moi j'en connais dans les VC. Vous avez des investisseurs VC? On a des VC, on a des angels. Donc, on a Andreessen Horowitz, dont je parlais tout à l'heure. On a Fabric, qui est un des gros investisseurs. On a fait un round de 5 millions pour situer les choses dans leur contexte avec donc Andreessen, Fabric, Wintermute, qui est un market maker. Après, il y a des fonds un peu crypto, Divergence. On a essayé de faire entrer aussi des Français et des Européens. Il y a Alven qui participe. Il y a Global Founders Capital. Et on a quelques angels, Frédéric Montagnon, Julien Bouteloup, entre autres. D'accord, parfait. Et la volonté pour vous dans les prochaines années, c'est de faire quoi? Donc plein de choses. Nous déjà, c'est bon, on a un protocole qui tourne, mais je pense qu'on peut faire bien mieux. Les euros, c'est à peine là où en est le dollar en DeFi. Donc c'est au moins d'essayer de recorriger l'équilibre des forces entre euro-dollar. Et ce qu'on fait, c'est un peu pour la souveraineté monétaire européenne en fait. Mais après, c'est pour la souveraineté monétaire de tous les pays dans le monde. En fait, on veut faire en sorte qu'il y ait 1 milliard d'utilisateurs qui arrivent en finance décentralisée et qui puissent le faire via leur monnaie sans avoir à se préoccuper, sans avoir à utiliser du dollar. Bon, ils utiliseront du dollar s'ils le voudront, mais il y a pas mal de gens en Angleterre, en Suisse, qui veulent utiliser du Pound ou du CHF pour s'amuser à avoir du yield, pour envoyer de l'argent. Donc ça, c'est la première chose qu'on veut faire. Enfin, c'est réussir diversifier les devises, réussir à créer de la liquidité sur un gros ensemble de devises. Je pense que si on fait des stablecoins, donc à la fin, et je reviens à ce que je disais au début, un stablecoin, c'est l'argent qui peut s'échanger super facilement, sans contrepartie. En fait, c'est une base technique qui est plus intéressante que les standards SWIFT pour transférer de l'argent, que de devoir passer par Visa et Mastercard. Moi, en partie, la raison pour laquelle je fais ça, c'est de me dire, c'est pas normal que les merchants, quand ils reçoivent un paiement par carte bleue, ils doivent payer 1,5% à Visa et Mastercard. Et donc, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir, et les stablecoins, ça permet de créer cette couche autour de ça, pour changer un peu le monde du paiement, d'échange en pair à pair, mais d'échange entre institutions, entre banques. Et donc, réussir à créer cette couche, en tout cas sur l'euro, c'est ce qui nous intéresse. Et donc le stablecoin, c'est qu'un produit parmi les autres qu'on propose. Nous, ce qu'on ambitionne de faire, c'est créer un ensemble de gamme de produits financiers qui existent en finance décentralisée, mais de réussir, ou qui existent en finance centralisée, ou qui n'existent pas, parce que c'est possible de créer des produits qui n'existent pas en finance centralisée. Bien sûr. Donc nous, on a créé notamment des perpetual futures, il n'y a pas d'équivalent en finance centralisée. Et c'est pas nous qui avons créé les perpetual futures, mais on en propose. Donc c'est créer vraiment une toolbox de DeFi, quoi. Une toolbox DeFi. Et donc, parce que la DeFi, c'est très bien. Il y en a qui trouvent que ça apporte pas beaucoup de valeur, que tout se fait en finance centralisée. C'est quand même des bases. Enfin, l'intérêt pour moi, c'est la composabilité en fait. C'est le fait que chacun peut construire sa brique et tout le monde peut construire autour des briques de tout le monde. Ça permet d'éliminer beaucoup de middlemen et ça rend la finance en fait beaucoup plus efficace. Et donc, contribuer à rendre la finance plus efficace via nos stablecoins, c'est un peu la mission qu'on se donne avec Angle. Est-ce que je reviens à la finance traditionnelle, la TradFi? Tu sais, il y a eu après la crise des subprimes, on a mis beaucoup d'emphase sur les établissements systémiques, d'accord, qui sont maintenant régulés directement, en tout cas en Europe, par la Banque centrale. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un risque systémique
équivalent en DeFi. Si, clairement. Il y a des protocoles qui sont tellement centraux que s'ils venaient à casser, tout le monde serait un peu dans le boudin. En fait, c'est les plus gros protocoles, quoi. Tout l'argent de la DeFi, à la fin, il se retrouve sur Compound ou sur Aave ou sur Curve. Donc ça, c'est les 3 gros protocoles. Et donc, c'est les couches de base. Mais en fait, il y a même des couches en dessous de ces protocoles. Si la blockchain venait elle-même à casser, ça tuerait un peu tout. Mais comme si Swift, demain, venait avoir un bug dans Swift, Tout à fait, mais Swift, il y a quand même des mesures de risque, gestion du risque assez costauds dans ce cadre-là. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même quelques garde-fous à mettre en place Déjà, ces protocoles, eux, ils ont leur propre gestion du risque. Ils ont des équipes entières dédiées à ça. Le vrai risque de la DeFi, c'est le risque de blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Comme c'est l'argent qui peut échanger un peu comme ça, en soi, tout le monde peut l'utiliser et peut-être pour des mauvaises raisons. Moi, je pense que c'est les gouvernements de mettre les garde-fous et je suis pas contre un peu de régulation en DeFi. En ce moment, c'est un peu un monde de cow-boys. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut. On verra après pour les régulations. Et je pense que ça va être séparé après en 2 mondes. Il y aura le monde d'aujourd'hui qui restera comme ça. Il y aura une version plus régulée avec des garde-fous des États pour s'assurer que les gens ne font pas n'importe quoi. Parfait. Écoute, c'était hyper intéressant. On doit se quitter. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas ? Non, je te remercie de m'avoir invité. Moi, ce que je voulais dire avec Angle, c'est et pour tous les gens qui ont des euros en banque, essayez de mettre 1% de votre trésorerie en AG euros si ça vous fait peur. Si 1% c'est beaucoup, vous pouvez mettre moins. Mais revenez voir dans 1 an ce que seront devenus ces AG euros. Ça vaudra toujours des euros, mais nous, on est en train de construire les produits qui vous permettent d'investir cet argent, d'avoir du yield. Et potentiellement, mon but à la fin, c'est que les gens aient plus d'argent en banque, mais qu'ils aient d'argent en AG euros. Forcément. Ouais. Et donc, j'incite tout le monde à faire cette expérience, parce que déjà, ça sera plus rentable pour eux de la monnaie que de garder leur argent en banque. Sur un compte courant. Et alors, je termine toujours, Pablo, sur une recommandation d'ouvrage. Moi, je recommanderais White de Bret Easton Ellis. Ouais. C'est un livre que j'ai lu récemment. En fait, déjà, je suis un grand fan de Bret Easton Ellis, mais ça encourage un peu à penser par soi-même, je trouve, ce livre. On a beaucoup, sur Twitter, en tout cas en crypto, beaucoup de pensées dominantes, tout le monde qui suivent la doxa. Et avec White de Bret Easton Ellis, lui, il dit qu'il n'y a pas que du mal dans Trump. Et en fait, pendant tout le livre, c'est un démocrate qui s'insurge contre les démocrates qui font que dire je déteste Trump. Et il est pas d'accord avec Trump, mais il s'attaque plus à la doxa et de dire tout le monde qui est d'accord. Et si t'es pas dans le courant de la pensée dominante, tu t'es un peu mis au nu. Ça correspond assez à ma façon de penser, de garder sa singularité et tout en sachant ce qu'est la doxa et comprendre les biais de pensée qu'on a via la société. Merci Pablo, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.